Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Alexandre Malafaille et Gilles Boutin pour commenter l'actualité. On vient de parler de Jordan Bardella. Finalement, le fait qu'il se fasse enfariner, c'est le fameux qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal. L'important, c'est qu'on en parle. C'est-à-dire que s'il était insignifiant, il n'énerverait pas les esprits et il se ferait pas. C'est comme Emmanuel Macron au début de son mandat qui, souvenez-vous, s'était fait gifler alors qu'il s'était rapproché un peu trop près d'une barrière de supporters ou en tout cas de personnes qui l'attendaient. Regardez les intentions de vote de ce sondage Odoxa. 53% Bardella contre 47 Édouard Philippe, contre 42 Raphaël Glucksmann, 58 pour lui. 74-26 si c'est Mélenchon. 74-26 si c'est Mélenchon. C'est un peu tôt, on en conviendra. On n'est pas dans le money time de l'élection, mais la trajectoire Bardella, alors qu'on disait, il est peut-être un peu jeune, il n'a pas été un élu de terrain, c'est pas là. Il y a quand même, à tout le moins, Alexandre Malafaille, la montée de ce qu'on appelle communément un vote contestataire. Ah oui, pour le moins. En fait, c'est vraiment la deuxième lame du dégagisme. C'est-à-dire qu'on avait espéré, beaucoup de gens en tout cas avaient espéré dans ce cher vieux pays que Emmanuel Macron, en chassant le vieux monde politique, en promettant le renouveau démocratique, c'était quand même le 5e pilier de sa campagne, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, avec porté par le bas, En Marche, etc. Et on a vu la suite. Il y a quand même beaucoup d'erreurs, de fautes, de renoncements, de politique de la parole qui s'est amplifiée comme jamais. Enfin, encore ce soir, on l'entend commenter ce qui se passe entre les Ukrainiens, les Russes et les Américains. Il n'est pas autour de la table, mais il commande. Il faut absolument parler pour exister. Et donc, je pense que les Français le voient, et ce qu'ils constatent au quotidien, c'est que ça ne va pas. Enfin, c'est simplement factuel de dire ça va pas parce que ça va pas dans le bon sens. Le changement est pas piloté, pas correctement, la gouvernance tient pas bien, les hommes politiques font pas le job, les gouvernances se succèdent. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde ? C'est-à-dire, ça ne ressemble plus à rien, c'est pire que l'ancien. Donc de fait, cette envie des Français de faire table rase pour dire on ne peut pas continuer comme ça et en effet on va essayer autre chose avec d'autres formations politiques parce que eux ils disent autrement depuis longtemps, on va tenter l'aventure et c'est ce que ça dit et c'est vrai que ce sera peut-être lourd de conséquences parce qu'un président de 33 ans c'est quelque chose qu'on n'a pas essayé, déjà 39 ans on a vu le résultat, donc ça pose de vraies questions très vertigineuses. Alors écoutez Olivier Faure qui a réagi à ce sondage Bardella. Quand je vois ce sondage Odoxa et je vois que, en fait, même Jean-Luc Mélenchon perdrait à 74-26. Bon, en fait, même, il faut s'interroger sur cette question-là parce que ça veut dire que quelle est la légitimité qu'on est prêt à accorder à un Jordan Bardella qui serait éventuellement élu président de la République. Il faut se représenter ce que serait le tsunami de cette élection si elle se faisait dans des proportions telles qu'on pourrait donner le sentiment qu'il a en fait carte blanche pour faire tout ce qu'il souhaite. Et donc c'est pour la raison pour laquelle nous devons opérer un barrage qui soit le plus efficace possible et faire en sorte que le moment venu, nous choisissions celui ou celle qui est en mesure de battre Jordan Bardella au second tour. Ça n'est pas rien, mais il faut se poser cette question pour le premier et pour le second tour. Gilles Boutin, on a envie de dire vive la démocratie. Oui, mais là, on assiste à un trouble cognitif. C'est-à-dire que c'était une explosion absolue dans la tête d'Olivier Faure parce qu'il est inenvisagenable dans son logiciel. Il y a une erreur 404 en fait. Exactement, c'est un gros bug. Là, ça ne colle plus et ça ne répond plus. Voilà. Le RN, dans son esprit et dans l'esprit d'énormément de gens à gauche. Non, mais même Mélenchon, regardez, 74-26. Oui, et il avale encore plus le chiffre. On l'entend même pas. Les Français vont pas être aussi cons, quand même. C'est intéressant. Il dit il faut s'interroger. Monsieur Souchon. Il dit il faut s'interroger. C'est un euphémisme qui traduit les sueurs froides qu'il ressent parce que il comprend bien qu'il faut mener l'introspection, cette fameuse introspection dont on parle depuis 20-30 ans même face à la montée du FN puis du RN, mais à laquelle jamais la gauche n'a voulu se livrer. Et on voit à quoi ça mène. Ça mène à des résultats énormes, à une captation du vote social par le RN. Et donc on comprend bien. Et là, ils sont en train d'assister aux dernières années où ils peuvent encore capter un résidu de voix qui fonctionne sur la peur de l'extrême droite. Mais ça ne fonctionne que les Français savent que cet ancien monde-là ne réglera pas le problème. Les Français savent que cet ancien monde-là tient l'appareil dont Jean-Louis Borloo, que vous avez reçu ici, dit le plus grand mal. Il y a un système de gouvernance qui est complètement vicié, qui ne fonctionne plus, quels que soient les étages, et cet ancien monde-là ne saura pas s'y attaquer. Même Emmanuel Macron n'a pas réussi à s'y attaquer. Donc en effet, on attend plus que ça. C'est la dinguerie territoriale dans laquelle il faut mettre de l'ordre. Écoutez, ce matin sur Europe 1, Jean-Louis Borloo. On s'habitue à la folie française.
On s'habitue au fait que pour faire quoi que ce soit, il faut 7 opérateurs, 7 financeurs, des coordinateurs, des contrôleurs, etc. Que l'État décide de l'attaque des ombrières dans les supermarchés, non mais c'est pardon de vous le dire, mais enfin on a un émiettement de l'action publique qui est unique au monde. Vous savez, c'est assez simple, hein, les organisations. Ou c'est une organisation centralisée verticale, ou vous avez une organisation fédérale. Les Portugais se redressent de manière centralisée et les Espagnols se redressent, ou les Italiens, de manière fédérale. Le seul truc qui marche pas, c'est l'émiettement. C'est la confusion. Ben voilà. C'est plus il y a de dispersion et moins l'action est possible, Gilles Boutin. Oui, enfin bon, de la part de Jean-Louis Borloo, c'est un peu facile. Il se met dans la position du vieux sage qui ne s'est plus tellement exprimé depuis une quinzaine d'années. Non, je suis pas d'accord avec vous. Bah, si, puis il a été aux manettes. Il dit ça depuis 30 ans. Il a été aux manettes pourtant, et il n'a pas porté ce combat. Il a été aux manettes, il n'a pas été président de la République. Il y a des gens toujours qui décident au-dessus de vous. J'entends bien, moi, mais si il a je fais été un menu ministre d'Europe un soir, il y a peut-être des gens dans mon équipe qui vont me dire bah non, c'est peut-être pas forcément. J'entends bien, il a été et ils ont raison, la plupart ministre, mais sauf qu'aujourd'hui, il tient un discours comme s'il était possible de rassembler une majorité qui permettrait de mettre en place ce dont il parle. Non, mais parce tout qu'on est arrivé impossible. au bout. On est arrivé au bout, c'est-à-dire qu'on était à un bout tenable. Regardez, je le cite souvent, mais ce sont la série d'une dizaine de livres qu'a écrit Agnès Verdier-Molinier. Et Agnès, ça fait 10 ans qu'elle dit attention, le mur il rapproche. Attention, le mur il est pas loin. Attention, le mur il est de plus en plus près. Attention, puis là on est vraiment dans le mur. Et elle a raison. Et pour ceux qui mettraient en doute, et il y en a, qui mettent en doute les travaux de l'IFRAP et d'Agnès Verdier-Molinier, je conférais quand même les tableaux qu'il y a. Il y a une trentaine de pages de tableaux à la fin du livre qui vous montrent vraiment, c'est l'INSEE, c'est l'Institut de la statistique, c'est la Tax Foundation, ce sont que des organismes publics qui vous donnent les vrais chiffres. Donc là, on est... Pardon, je ne me fais pas l'avocat de Jean-Louis Borloo, même si je pourrais lui envoyer mes honoraires. Mais il dit ça depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on est dans une organisation qui ne se tient pas. On a essayé. À quand remonte la tentative de réforme des régions? Souvenez-vous, on a essayé de rassembler les régions, de les mettre par deux. C'est 2014. Bon, ça a marché? Non, et surtout, aucune loi de décentralisation n'a généré d'économie. Mais parce qu'on n'a jamais enlevé les strates, les différentes strates. Pourquoi? Ça, je le confirme. Pourquoi? Mais parce qu'on essaye. Il y a trop de blocages politiques, trop d'intérêts locaux. Voilà, c'est électoral. Vous voulez enlever un tel? Ah ben non, tu comprends, c'est le beau-frère du cousin, c'est comme ça. Absolument, sur le constat, je suis entièrement d'accord. Je dis juste que de dire Yaka et Faucon, mais dans ce cas-là, on ne dit plus rien. Vous voyez l'imposibilité aujourd'hui de faire passer quoi que ce soit. Que fait votre journal si c'est pas du Yaka Faucon? Si ce n'est pointer tout ce qui ne fonctionne pas. Oui, alors. Oui, mais c'est trop flou. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous présente, Jean-Louis Borloo? Notre juge de paix, Alexandre Malafaille. Moi, j'ai créé Sinopia en 2012, justement pour m'intéresser à ces problèmes de gouvernance. On a rencontré Jean-Louis Borloo. Non, mais c'est juste de temps en temps un petit peu. Mais je veux dire par là que c'est un sujet qu'on connaît bien. Et en effet, cette problématique de l'appareil de gouvernance qui ne marche plus, on la travaille sous toutes ses coutures. Et je ne peux que souscrire à ce que dit Jean-Louis Borloo. Ce qui est intéressant avec Jean-Louis Borloo, c'est que quand vous le rencontrez en on ou en off sur ces questions-là, il maîtrise parfaitement les sujets. C'est-à-dire que ce qu'il décrit en termes de dysfonctionnement, de perte de sens, quand il explique qu'on a mis des contrôleurs partout et qu'on n'a plus de projet, il a totalement raison. Le système est fondé sur le contrôle. Un pays, c'est pas du contrôle. C'est pas de l'audit permanent. On ne peut pas mélanger la fin et les moyens. Quel est le projet de société? Et quand l'audit ne suffit pas dans les ministères, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à McKinsey. Exactement. Pour auditer les auditeurs. Exactement. Et en plus, on a mis pratiquement au poste de gouvernance tous ceux qui aujourd'hui qui ont fait de la formation et du contrôle. Si vous mettez des contrôleurs à la tête d'une boîte, il ne faut pas vous étonner qu'elle ne marche pas. Et on a quand même aujourd'hui le droit de poser la question de combien coûte l'appareil de gouvernance et qu'est-ce qu'il rapporte. C'est-à-dire, je pense qu'on doit dépenser plus ou moins 10 milliards d'euros, je n'ai pas fait le calcul, mais pour payer simplement le système, l'appareil. Et le résultat, est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux? Je ne suis pas certain. Donc cette question de remettre à plat, de remettre sur le métier l'appareil de gouvernance et de s'appuyer sur des gens qui ont l'expérience, qui ont l'expertise, qui savent de quoi on parle, qui savent vous décrire une procédure de fonctionnement des ARS, qui comprennent comment ça se passe avec l'école, comment ça se passe au niveau des départements, comment s'enchevêtre le millefeuille et comment on peut essayer effectivement de mettre un grand coup de pied dedans, alors sans faire du doge ou du milléi, mais il faut le faire. Et voilà. Vous qui connaissez bien ces questions d'accompagnement du changement, je serais vraiment curieux de savoir comment on fait pour dépasser tous les lobbying qui s'installent et qu'on voit d'ailleurs se déployer dans le cadre du budget. Mais bien sûr. En fait, on fait tous le bon diagnostic, mais simplement, quelle est la manière de faire?
Voilà. Il y a un domaine qui est... alors, vous allez me dire, je parle sous votre contrôle, le Sinopia, le budget de la culture dans le gouvernement, c'est 1%, je crois. Oui. C'est aux alentours d'1%, c'est même un peu moins. Quand bien même, ce 1% du budget de l'État, donc des 1700 milliards qui sont dépensés chaque année, va à la culture. Vous avez des organismes qui sont les DRAC, les directions régionales des arts et de la culture. Les DRAC, elles décident de tout. On a envie... Je vais vous donner un cas personnel. Je suis allé avec mes enfants visiter le Mont Saint-Michel l'été dernier. L'abbaye absolument magnifique, le cloître. On arrive en cloître, et qu'est-ce qu'il y a au milieu du cloître, qui date, je crois, du XIVe siècle, à vérifier, mais je crois que c'est XIVe siècle, une boule à facettes. Une boule à facettes de 1,5 mètre de diamètre. Vous comprenez, c'est la DRAC qui a décidé de faire une exposition d'art contemporain au Mont-Saint-Michel. Moi, je suis pas du tout... Je pense que le fait d'être artiste, de montrer ses talents, je mets pas du tout 13e siècle, me dit-on. C'est génial. Mais il faut pas quand même tout mélanger. Et vous savez, cet exemple-là, c'est que les DRAC, les directeurs des théâtres subventionnés qui existent dans toutes les régions, qui vous proposent des pièces de théâtre en iranien surtitrées, alors qu'on voudrait juste peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire voir l'avare, le misanthrope, le Cid, enfin bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous avez raison, Gilles, de dire, en fait, qui sera... quel ministre de la Culture, Madame Albanel à l'époque, avait essayé d'intervenir sur ce statut des intermittents du spectacle qui est à la fois délétère pour eux et délétère pour le budget de l'État. On a essayé d'intervenir sur les tenants, les aboutissants, mais on n'y arrive pas. Il y a un dogme, il y a un mur, il y a un dôme de fer, un système sur lequel... Et on n'y arrive pas. Et vous avez raison là-dessus, de dire que Jean-Luc Borloo a beau dire il y a des strates, des tarifs, voilà, mais personne n'a encore trouvé la clé pour ouvrir la porte, de dire tiens, on va pouvoir le faire. Et puis il y a un entremêlement des intérêts personnels et de la défense de son enveloppe. Donc, les deux marchent ensemble, me direz-vous. Cependant, il y a une réflexion en termes de masse, c'est-à-dire que la victoire d'un ministre, c'est d'avoir protégé au maximum son enveloppe, voire de l'avoir fait grossir. Et après... dans les strates inférieures, ça se vérifie pour chaque administration. Il faut protéger au maximum. Et personne ne semble vouloir fixer comme réussite le fait de faire la même chose en réduisant les frais. Or, par exemple, les collectivités locales, vous avez exactement les mêmes systèmes de lobbying qui s'installent pour lutter contre les économies, alors tout le monde constate. Et après, il y a les listes électorales, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, à qui on serre la main. Mais tout le monde constate sur le terrain qu'il y a énormément d'agents avec lui, parce que sinon, tu n'auras pas les financements. On connaît la musique, malheureusement. 20h44, une pause sur Europe 1 et le rappel des titres. Et on revient dans un instant avec Gilles Boutin et Alexandre Malafaye.